Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Je reçois aujourd'hui Jérôme Kainborg, créateur de la chaîne YouTube Nowtech, passionné de nouvelles technologies. Avec lui, on va discuter de l'un de ses produits préférés, qui est l'iPad Pro. Il est temps pour vous de bien mettre votre casque sur vos oreilles, de ranger votre smartphone dans votre poche, et c'est parti. Salut Jérôme, ça va ? Eh bien, écoute, ça va bien. Et toi ? Écoute, super. Bon. Ravi que tu sois là dans ce podcast. Eh ben, moi aussi. Je t'en avais parlé avant même que le podcast soit créé, qu'il y a un sujet qui m'intéressait à discuter avec toi. Avant d'en parler, je voulais juste que tu te présentes un petit peu, s'il y a des gens qui ne te connaissent pas. Alors, moi, je m'appelle Jérôme et je m'occupe de la chaîne YouTube qui s'appelle Nowtech, où on parle de tech, de photos et de vidéos. Okay. Et je fais également une émission tous les matins, un live tous les matins sur l'Actu Tech, qui s'appelle Techscope, et c'est de 8h à 9h, donc c'est pour les lève-tôt. Pour l'instant, ouais, elle va peut-être être rebaptisée, ouais, okay. teaser. Mais ça fait longtemps que tu fais des vidéos sur Internet. Nowtech TV, c'est pas forcément... Non, ouais, c'est pas ma première expérience. J'ai commencé, on va dire, fin 2008, début 2009, donc la préhistoire. Et on faisait beaucoup de podcasts audio avec un regroupement qui s'appelait No Watch. D'accord. C'était du podcast audio et du podcast vidéo? Vidéo, mais on appelait tout ça du podcast parce que les vidéos, on les téléchargeait, tu vois. À l'époque, on regarde, le stream était... On n'était pas sur YouTube, paradoxalement. D'accord. On n'était que sur iTunes. Mes deux premières émissions, c'était Scuds et Zapcast. D'accord. Et c'était en vidéo. Ça existe encore? On peut encore les voir ces vidéos? Non, parce que à l'époque, on avait tellement le rien à foutre des droits et tout. J'ai essayé d'uploader les anciens Scuds sur YouTube. J'ai jamais eu autant d'alertes et de machin. Heureusement, je l'avais fait sur une chaîne à part. Mais un jour, je les mettrai peut-être sur un vieux serveur en disant servez-vous. Mais ça a pas très bien vieilli. Donc, pour revenir à Nowtech, tu testes beaucoup de produits high-tech tout au long de l'année, mais j'ai remarqué que tu es un peu amoureux des produits Apple. T'en as beaucoup, non? J'en ai beaucoup. Amoureux, c'est vrai qu'on me dit souvent « Ouais, t'es un fanboy, t'as des produits Apple ». Je pense avoir montré dans mes vidéos que je peux être très critique envers Apple, qui font aussi des grosses conneries. Ouais. Après, ce que j'aime chez Apple et que j'aime toujours chez Apple, et pour l'instant, c'est la stabilité de l'ensemble de l'écosystème. Je n'ai jamais de surprise. Alors, peut-être que je manque de bonnes surprises, mais au moins, j'en ai jamais des mauvaises. Okay. Ce que je dis tout le temps depuis que j'ai des Macs, c'est qu'un Mac, il démarre comme le premier jour, jusqu'au jour où tu le revends ou tu le pètes. PC, t'as des surprises à chaque allumage de Windows quand même. T'as des mises à jour intempestives, t'as des choses comme ça. Tu sais pas d'où ça vient. T'as un besoin urgent et au final, il met 10 minutes à démarrer. C'est un petit Après, je suis le premier à dire que l'écosystème Apple est une cage dorée. L'image que je prends tout le temps, je dis, Apple, c'est une chambre d'hôtel. Une chambre d'hôtel, c'est toujours clean, c'est toujours bien rangé, mais t'es jamais chez toi. Android et PC, c'est comme chez toi. Tu vas pouvoir vraiment mettre les trucs comme tu aimes. Par contre, parfois, c'est le bordel. Ok. Voilà. Bonne analogie, j'aime bien. Et du coup, un des produits que tu préfères chez Apple, enfin je pense en tout cas, après avoir vu pas mal de vidéos, c'est l'iPad. Carrément. Comment tu as commencé? Est-ce que tu as acheté le tout premier iPad? Est-ce que tu as acheté des iPads tardivement et tu es, on va dire, tombé amoureux de ce produit-là après? Ah non, le tout premier, j'ai acheté le tout premier. On a même fait une émission avec Patrick Béja. C'était une vidéo avec Patrick Béja sur le tout premier iPad. Celle-là, on peut peut-être la trouver dans les archives de No Watch. Et j'ai été tout de suite très enthousiaste sur le produit, même si... Avec du recul, bien évidemment, le premier iPad était un iPhone boursouflé en termes d'OS, etc. Mais j'ai très vite vu un potentiel et on disait ça en début d'émission. J'ai pas attendu l'iPad Pro pour utiliser mon iPad pour autre chose que de regarder des vidéos ou des jeux vidéo. Je me suis mis à créer avec l'iPad très très tôt, avec les premiers stylets avec des embouts en caoutchouc. J'ai un peu... Je regardais, moi, sur YouTube, je me souviens plus le nom des chaînes comme ça, de pionniers, on va dire, l'iPad est un nouveau type d'ordinateur. Et c'est vrai que ça a été beaucoup décrié dans les dernières années, les tablettes en règle générale, pas forcément l'iPad, mais
comme un appareil tech inutile parce qu'on a le smartphone et on a un PC portable qui peut, enfin, chacun a son utilisation et la tablette se trouve un petit peu entre les deux. Toi, tu vois un vrai intérêt d'avoir une tablette ? Alors, je comprends tout à fait. D'abord, beaucoup de gens disent la tablette, ça me sert à rien, j'en ai une. Si c'est juste un outil de consultation, bon, pour regarder des séries, t'as ta télé. Si tu veux regarder des séries en mobilité, t'as ton smartphone. Donc, il y a toujours eu ce statut un petit peu bâtard. Après, c'est pratique quand t'as des enfants, hein, pour regarder, pour qu'ils regardent autre chose que ce que tu regardes à la télé. Mais bon, pour être juste un outil de consommation, c'est pas la panacée. C'est pas le meilleur truc pour lire des bouquins. C'est bien pour faire du shopping et consulter le web, mais tu vas pas dépenser 500 euros pour... Donc je comprends tout à fait que les gens ne ressentent pas le besoin d'une tablette. Après... Moi, en dehors de mon travail podcast, j'avais aussi un travail en agence, j'y suis retourné. Et en fait, j'avais un travail dans les bureaux extrêmement mobile et je passais de réunion en réunion. Et il y a une chose que j'ai toujours détesté à avoir un ordinateur en réunion, c'est que ton écran fait un mur entre ton interlocuteur et toi, et le bruit du clavier en réunion m'insupporte. J'ai l'impression qu'on m'écoute pas quand quelqu'un est en train de prendre des notes. Donc, j'ai très vite cherché un outil pour prendre des notes. Avant, j'avais mon carnet et tout, mais je suis quelqu'un de très bordélique. Mes notes étaient dégueulasses, je les perdais tout le temps. Mes carnets de notes, voilà, je les perdais tout le temps. C'est pas facile de retrouver un petit mot que tu as mis quelque part. Et voilà. Et je cherchais à indexer un petit peu mes pensées, etc. Donc, l'iPad, très vite, quand j'ai vu qu'il y avait des logiciels de dessin, qu'il y avait Pages, était quasiment dès le début sur l'iPad. Donc, je me suis dit... Et les débuts étaient difficiles, parce que tu galérais beaucoup plus que sur un ordinateur pour faire des choses simples. Et puis après, c'est vrai que j'ai attendu l'iPad Pro comme un messie. Je l'avais même pronostiqué, l'iPad Pro. Okay. Et quand il est sorti, aujourd'hui, 80% de ma journée, c'est sur l'iPad, en travail. 80% de mon travail est sur l'iPad. Ça dépend si je fais beaucoup de montage ou pas. Il y a quasiment plus que le montage vidéo que je fais sur ordinateur. Et encore, si les iPads pouvaient lire des disques durs externes, il y a certaines de mes vidéos que je montrais sur l'iPad. Ok. Je me rappelle être passé dans ton bureau un jour et tu m'as montré justement un disque dur externe connecté en Wi-Fi où tu pouvais récupérer tes rushs sans fil comme ça. Est-ce que c'est le modèle que tu avais? C'est Western Digital Passport Wireless SSD. Ouais, ok. Voilà. Et donc on avait essayé de faire une petite démo et tout ça. Ça, c'est pas encore au point, c'est ça? Non, en fait, tout dépend avec les types de fichiers avec lesquels tu travailles. Ouais. Tu connais bien la problématique, toi qui fais du montage vidéo. Si tu as la 4K 10 bits, etc., avec beaucoup de bitrate dedans, il va falloir qu'il te calcule des proxys parce que ça se passe par Wi-Fi. Oui. Il ne pourra pas transférer en Thunderbolt 3 tes fichiers au logiciel de montage, etc. Donc, c'est très bien pour monter du vlogging que tu aurais tourné en 1080p, relativement léger, ou un petit format assez simple à cutter. C'est même ultra puissant, LumaFusion, qui est le logiciel, je trouve, le seul vrai logiciel de montage sur iPad, Pro. On n'y est pas encore, on n'en est plus très loin, surtout que là, on dit que je suis un Apple fanboy. Apple, je les déteste. Ils ont mis fichiers en place. En fait, ce qui fait peur à Apple de nous laisser connecter physiquement des disques durs, c'est qu'ils ont peur qu'on foute le bordel sur l'iPad, dans notre chambre d'hôtel. Ce que je peux comprendre, la stabilité d'Apple a un prix. Ils ont sorti fichier. Et fichier, si tu regardes dans le détail, en fait, c'est un espèce de sas de sécurité pour pas qu'on contamine l'iPad avec des saloperies. On est connecté à Dropbox, à tous nos trucs. Il ne manque plus qu'une ligne de code pour pouvoir brancher en USB-C un disque dur. Ils ne mettent pas cette ligne de code. C'est insupportable. Il y a des rumeurs comme quoi ça arriverait sur iOS 13, il me semble. C'est ça ? Avec la souris, oui. Il y a des rumeurs autour de la souris aussi. Du coup, ça me paraît un petit peu bizarre comme rumeur. Alors, en fait, et ça serait très Apple, la souris va peut-être arriver dans les fonctions d'accessibilité. Parce que pour certaines personnes en situation de handicap, le touch n'est pas forcément
Ils ont besoin d'un logiciel de pointage, tu sais, ils vont commander avec d'autres. Et du coup, dans l'accessibilité de l'iPad, ils vont permettre la reconnaissance de logiciels de terminaux de pointage, donc souris et autres. Donc, ça pourrait être une manière d'Apple de rendre l'iPad compatible avec la souris, mais sans le dire. Et ça serait très Apple. Ouais. Très, très Apple. Pour le disque dur, ouais, il y a des rumeurs. Mais souvent, les rumeurs Apple, elles se mélangent avec les envies. Ça, on l'apprend de manière... quand tu chroniques sur des produits tech Apple, il y a des trucs, on en a vraiment envie. Donc on se dit, ça va être dans iOS 13. Non, ils vont juste mettre 2-3 ans de plus que ton envie, en fait, à le sortir. Ouais. Donc du coup, toi, montage vidéo, pour l'instant, avec tes appareils photo, tes caméras et tout ça, c'est quasiment impossible pour toi de monter une vidéo entièrement avec un iPad. Alors, c'est possible, mais le problème, c'est que souvent, on travaille sur plusieurs montages en même temps et que la surface de stockage, même 1 téraoctet, tu le sais, hein, t'es monteur comme moi, 1 téra, c'est pas beaucoup. Ça va très vite. Ça va très, très vite. Surtout quand tu tournes en 4K, 10 bits et tout le tralala, quoi. Les fichiers deviennent vite énormes. Tu calcules des proxys, t'as les renders, etc. Et donc, pour moi, c'est pas possible parce que le workflow serait trop compliqué d'enlever de mon iPad le montage sur lequel je bosse pour en mettre un nouveau. Ça demanderait trop de manip de déplacer, en fait, les fichiers. Même si LumaFusion a un système d'archives qui est bien foutu, ça reste pas simple. Ok. Et alors pour tous ceux qui feraient des vidéos en Full HD, beaucoup plus légères que ce que toi tu peux faire, est-ce que tu peux me parler un peu de LumaFusion, qui est un outil quand même assez génial sur un iPad, quand on a des fichiers vidéo tout à fait standard, on va dire que c'est très facile à utiliser, et moi j'utilise de temps en temps même pour faire la vidéo YouTube qui sert pour le podcast sur ma chaîne. En quoi c'est une application géniale pour les créateurs? D'abord, elle est quand même très pro. Elle a beaucoup de sous-couches. Tu peux aller très très loin dans les réglages. Tu peux mettre des luttes, enfin des choses dont un monteur pro a besoin et qui seraient rédhibitoires. Par exemple, la version simplifiée de Premiere là, d'Adobe qui viennent de sortir, Rush. Pour moi, il y a des trucs qui me manquent. Totalement. Dont j'ai besoin et qui manquent. Là, tu les as dans LumaFusion. Donc, tu retrouves vite tes petits. Si tu viens de Final Cut Pro, tu retrouves vite tes petits avec des trucs que j'aimerais bien qu'ils soient sur Final Cut Pro aussi. Il y a des modes super intelligents. Et surtout, je sais pas comment ils ont fait. Je sais pas si ça vient de l'iPad ou de LumaFusion, mais ça avale n'importe quelle taille de fichier sans faire des proxys, des renders et tout. Tu montes hyper facilement et le truc que j'aime le plus, en fait, dans le montage en touch, parce que j'utilise pas, j'ai pas de souris, j'utilise même pas de clavier. Il y a un côté sculpté son montage. Tu es là à étroitiser tes trucs. Et je trouve, moi en tout cas, que je vais très vite à concevoir une vidéo en touch sur un iPad. Après, je suis d'accord avec certains qui disent qu'il manque la précision de la souris, mais plus pour des étapes de correction. En fait, c'est là où la souris me manque le plus. Et des raccourcis pour certaines tâches vraiment répétitives sur le montage. Là, mais sinon, et puis j'adore de pouvoir monter dans un train. Là, moi, j'essaye de faire des vidéos un peu plus simples à monter que ce que je fais d'habitude. J'ai sorti une première version il y a 2-3 jours. C'est des vidéos que je veux monter dans la journée. Je me verrais vraiment très bien les monter sur l'iPad. Okay. Et je reprendrai peut-être une 12 pouces pour faire que du montage vidéo, en fait. Là, actuellement, tu as l'iPad Pro 11 pouces, c'est ça? Oui, c'est le... On en est où? C'est le 10.5 ou le 11? Oui, non, c'est le 11 maintenant. Du 11 pouces, ouais. Oui, j'ai le dernier iPad Pro. J'ai pas le dernier iPad, mais j'ai le dernier iPad Pro. D'accord. Si tu pouvais, tu aurais les deux tailles chez toi? Si c'est un outil de productivité donc qui me permet vraiment de gagner de l'argent, j'ai jamais hésité à prendre des iPads avec beaucoup de disques durs parce que c'est un gagne-pain pour moi, l'iPad. Oui, c'est vraiment un outil de travail. Ça fait partie de ton... Et si je faisais du montage vidéo sur un iPad, j'hésiterais pas à dédier un budget à un iPad qui serait dédié au montage vidéo. Okay. Mais aujourd'hui, il ne s'inscrit pas assez bien dans un workflow d'un atelier vidéo où on produit beaucoup de vidéos quand même. Ok. Mais alors juste pour revenir à LumaFusion, ce qui est cool et que j'ai vu il n'y a pas longtemps, c'est qu'on peut commencer, on va dire, à dérusher, c'est-à-dire à préparer son montage quand on est en déplacement dans le train, comme tu disais, on met tous ces fichiers sur LumaFusion, on sélectionne uniquement les rushs qu'on veut
Et après, on peut exporter ce qu'on appelle un fichier XML Ouais. qui va être compatible avec Final Cut Pro. Tout à fait. Et on va continuer son montage Alors, sur ça, c'est la sur un théorie. Mac. Ça, c'est la théorie. Ouais. Pour avoir essayé, sur un montage simple, c'est bien. Parce qu'effectivement, tu peux faire ton dérush dans le train sur Luma et récupérer ton dérush. Mais tu as toujours le problème du transfert de tes fichiers, en fait, qui est long, laborieux. Tu es obligé de copier sur un truc du cloud, aller récupérer, donc il te faut une bonne connexion. Oui, ça marchera le jour où je pourrais brancher ça en USB-C sur mon MacBook Pro et continuer à bosser sur les fichiers avec Final Cut sur mon iPad, tu vois, sans devoir... parce que tu sais comme moi, voilà, quand on fait du montage vidéo, c'est énormément de petits fichiers de partout. T'as toujours peur d'en perdre un, il y a un lutte qui se trimballe, il faut regrouper. Et c'est des longs temps de copie quand tu dois changer d'ordinateur, voilà. Ou alors, il faudrait effectivement qu'ils fassent évoluer une version un peu serveur de LumaFusion où tu les mettrais sur un disque dur physique dans ton atelier et tu pourrais bosser à travers le Wi-Fi, le cloud ou je sais pas quoi sur tes fichiers à distance. Ok. Il y a d'autres applications de montage comme ça que tu connais ou que tu peux conseiller ou LumaFusion c'est vraiment la seule et unique appli digne de ce nom pour de la Pour un création pro, vidéo. enfin pour quelqu'un qui travaille, pour moi Luma est la seule. Après c'est bien hein, ce qu'a fait Adobe, c'est intéressant. Et même bon, il faudrait vraiment qu'Apple se sorte le doigt des fesses et le mette à jour. Mais iMovie n'est pas mauvais hein. Pour monter un film de vacances, c'est largement suffisant. Et c'est très simple à utiliser. C'est ludique de monter avec iMovie. Bon, il manque quand même des fonctionnalités, même de base aujourd'hui. J'avoue que j'ai essayé les trucs qu'on fait, GoPro, etc. Rien de très convaincant pour moi. Ok. Ouais. Alors il y a quelques limitations à LumaFusion, je précise quand même. On est limité pour l'instant à 3 pistes Oui. vidéo. L'une au-dessus de l'autre, on va dire. Tu dépasses souvent 3 pistes en empilement. Ça m'est arrivé pour ajouter du texte, ouais. un fond et une vidéo par-dessus, ou C'est une vrai. picture et une picture. Ça va assez vite selon ce qu'on a besoin de faire. Mais j'ai cru voir qu'il y a une mise à jour qui arriverait en milieu d'année, il me semble, une V2 de LumaFusion, où on pourrait doubler le nombre de pistes possibles. Ouais, ça, Et là, ça c'est vrai vraiment que très puissant. je suis d'accord avec toi. Moi, il y a des... Je dis ça, mais il y a plein de montages où je dis pas que ça arrive tous les jours pour tous les montages, mais ça peut arriver. Donc, et sur un iPad, si on veut vraiment se libérer d'un ordinateur portable, ça peut être quand même utile d'avoir cette possibilité-là, en tout cas. Voilà. Il y a même des rumeurs, alors, mais c'est vraiment... Il y aurait DaVinci dont tout le monde parle en ce moment, parce qu'on a tous envie de se dire pourquoi on n'y passerait pas, parce que la dernière version est puissante. Une version DaVinci iPad. Elle serait en train de travailler dessus. Ouais. Ok, DaVinci qui est le logiciel de Blackmagic. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour continuer dans les applications, à part LumaFusion, dans ta vie de tous les jours, professionnellement parlant, quelles sont les applis que tu utilises ? Eh ben, alors, pour présenter par exemple mon émission du matin, les applis les plus importantes pour moi dès mon réveil, ça va être Flipboard et Liner. Okay. Flipboard, c'est un agrégateur de contenu qui me permet de suivre plusieurs flux de centres d'intérêt et de les mettre dans mon propre journal qui se lit comme un journal. C'est ça que j'adore chez Flipboard. Okay. C'est pas nouveau, hein, ça existe depuis 7-8 ans, je pense, Flipboard. Et ça te permet vraiment de lire comme un magazine ton contenu. J'aime beaucoup ce côté magazine en fait, de Flipboard. Liner est un logiciel qui me permet de surligner. En fait, je mets mes articles en place dans Flipboard. Okay. Ça me donne mon sommaire que je peux feuilleter comme un magazine. Et ensuite, j'exporte les articles très simplement dans un logiciel qui s'appelle Liner qui me permet de surligner des choses. Mon rêve, ça serait que Liner soit dans Flipboard. Oui. Oui, tu peux pas surligner directement dans Flipboard même directement. Non, alors c'est quelque chose qu'on peut faire par exemple sur les surfaces de Microsoft. En théorie, en fait, ça marche pas si bien que ça sur les surfaces de Microsoft. Liner le fait plutôt efficacement. Et en fait, maintenant, mon sommaire du matin, la version finale, elle est sur mon Liner. Et comme ça, j'ai, en cliquant là, ici, je vais avoir tous mes paragraphes surlignés sous les yeux pour pouvoir présenter. Donc l'iPad, le matin, me sert vraiment d'outil
pour lire les articles et pour préparer mon émission. Après, tu en as parlé tout à l'heure, je crois. Ah, on en a parlé en off avant On en le a début. parlé en off. Le logiciel certainement le plus important pour moi, l'app la plus importante pour moi sur mon iPad, c'est MindNode. Ça permet de faire du mind mapping. Ok. Le mind mapping, c'est les cartes heuristiques. Voilà, les cartes heuristiques. En fait, le principe, surtout pour des gens comme moi, j'ai une manière de penser très feu d'artifice. Ok. Quand je vais réfléchir à un sujet ou écrire une vidéo ou même préparer des vacances ou même une liste de courses, je vais penser en même temps aux détails et à la trame générale. Et si je me mets à écrire de manière linéaire sur un logiciel de mise en page ou même de notes, ça devient très vite le bazar et je ne sais pas écrire de manière linéaire en commençant par le début et en finissant par la fin. Moi, je vais avoir une idée d'un paragraphe qui va être à la fin de ma vidéo avant d'avoir mon intro. Donc, ça va permettre de balancer toutes ces idées, un peu comme un brouillon, mais de les relier entre elles par des liens plus ou moins souples et petit à petit de les réorganiser. On peut les réorganiser jusqu'à arriver à un plan linéaire en fait. Okay. Donc moi, ça me permet d'organiser mes pensées. Et c'est pour ça que je dis je ne l'utilise pas que pour l'écriture de mes vidéos. Je le fais même en comptage, je l'utilise pour savoir ce que j'ai à faire. Je l'utilise même comme to-do list maintenant, MindNode, puisqu'on peut cocher aussi des... Alors hélas, il n'existe que sur iOS. Il y a des choses qui existent sur PC et Android. Oui, sur Mac, oui. Il est relativement cher, mais moi, c'est certainement après l'iPad, le truc qui a le plus changé ma productivité. J'ai gagné énormément en productivité. Et j'ai les idées beaucoup plus claires en fait avec MindNode. Okay. Donc si je devais partir sur une île déserte avec une seule app, ça serait MindNode, ça c'est clair. Ok, pour ordonner tes pensées. C'est une application qui coûte, il me semble, 16 ou 17 euros. Oui, tu es obligé de... Alors, ils n'arrêtent pas de changer leur système, ça, je leur reproche un peu, parce que tu vas repayer si tu veux la version Mac aussi. Ah d'accord. Mais peut-être plus maintenant, je sais plus. Okay. Parce qu'ils ont eu des MindNode Pro, des MindNode à chiffres et des MindNode Pro, on était un peu perdus. Là, je crois qu'on est au MindNode 6. Et je crois que maintenant, je paye un forfait et je crois. Parce que je l'ai acheté récemment, c'était, il me semble, 16,99 €. D'accord. Mais je n'ai pas vu d'abonnement ou de choses comme ça. C'était un achat unique. Et est-ce que tu peux l'installer, la version macOS ? Je n'ai pas essayé. Ouais, je pense que tu vas repayer alors. Je l'ai sur iPhone et iPad, mais je n'ai pas essayé sur Mac. Il y a une version iOS et une version macOS qui communiquent très bien entre elles, mais je crois que tu payes 2 fois, quoi. D'accord, ok. Comme d'habitude, pour ceux qui écoutent le podcast depuis les premiers épisodes, je mettrai en description les liens de toutes les applications dont Jérôme a parlé. Jérôme, est-ce que tu as d'autres applications qu'on aurait oubliées, qui sont indispensables ? Si je commence à me lancer dans toutes les apps, vous n'êtes pas sortis, mais les apps qui sont affichées, c'est généralement celles que j'utilise le plus, parce qu'après tout le reste, maintenant je suis comme tout le monde, je vais plus chercher une app, je l'appelle en fait. Donc je n'organise plus mon iPad comme je faisais autrefois. Tu dis comme tout le monde, mais c'est pas forcément un réflexe, parce que ce qu'on a, c'est Spotlight, c'est ça la façon de rechercher les applications ou tous les contenus. Au début, j'avais pas ce réflexe-là, et c'est vrai que c'est super utile. Je mets toutes mes applications dans un dossier, comme ça, j'ai un fond d'écran clean, et je vais les appeler. Mais c'est vrai que, par défaut, comme tout le monde à la base sur les smartphones, on se les met soit sur le bureau directement ou dans des dossiers, mais... Moi, en fait, ça dépend. Les plus urgentes, j'ai quand même besoin de leur icône parce qu'il y a presque une gestuelle, il y a un rituel. Tu sais où elles sont exactement. Est toujours au même endroit. Et donc, même quand j'ai la tête dans le cul, je peux ouvrir mon Flipboard, quoi. Après, les apps que j'utilise un peu moins souvent... Avant, je les rangeais soigneusement dans des dossiers, par etc. catégorie et tout ça. Maintenant, j'ai un peu tendance, il y a 6 pages d'app un peu bordéliques à la fin de mon iPad, quoi. D'ailleurs, c'est quelque chose, je trouve qu'Apple pourrait remédier un petit peu au rangement. Mais sinon, dans les apps que j'utilise vraiment beaucoup, j'utilise pas mal mon iPad aussi comme écran de contrôle pour la vidéo. J'utilise Film Monitor, qui est compatible avec le GH5 et qui me permet en Wi-Fi d'avoir une image de ce que voit ma caméra, en fait. Donc, de faire des réglages. Ça, je l'utilise beaucoup. J'utilise aussi pas mal mon Shadow. Je commence vraiment à prendre des habitudes. Shadow, pour ceux qui ne savent pas, c'est un abonnement payant pour accéder de façon dématérialisée. Un PC à distance. Un PC à distance, c'est un PC qui a une puissance déportée. C'est ça. Et
Alors, pour l'instant, c'est beaucoup d'expériences que je fais, mais il y a 2-3 jeux vidéo, j'arrive à y jouer sur iPad sans souris. Rien qu'avec les touch, enfin les click touch, qui sont des jeux PC, donc qui tourneraient jamais sur iPad. Et je trouve que c'est très excitant de savoir que j'ai un PC un peu lourd et que je peux l'ouvrir sur mon iPad. Donc j'expérimente pas mal de choses. J'utilise beaucoup Fichier, là, leur nouveau Finder. Je commence vraiment à bien organiser mes fichiers, à utiliser vraiment l'iPad comme un ordinateur avec un Finder normal. Tu payes un abonnement à iCloud pour avoir plus de stockage disponible ou tu te contentes Oui, mais ça c'est pour photo, basique. parce que je synchronise avec photo, mes photos et pas avec Lightroom. Ah ouais, d'accord. Ouais. Photo, je le trouve bien, en fait. Pas forcément pour retoucher ou de la retouche très rapide, mais je trouve qu'il s'organise plutôt bien. Je préfère Lightroom, que je trouve un peu plus laborieux pour la synchro des photos. J'utilise énormément Lightroom. Mais Lightroom CC, le nouveau Lightroom, plus léger, je trouve qu'il est vachement bien adapté sur l'iPad et je fais beaucoup de retouches. En fait, il y a toute une partie de retouches photos de mes photos loisirs que je ne fais plus du tout sur ordinateur avec Lightroom classique, quoi. Je les fais sur l'iPad, je vais beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus agréable. Il y a toujours ce côté avec le touch où tu sculptes un peu l'image que j'aime beaucoup agréable, en fait. C'est vachement agréable. Voilà, ça c'est vraiment les apps que j'utilise beaucoup. Filmic Pro, mais ça va plus être sur l'iPhone que j'utilise beaucoup. Mais ça va vraiment être les apps que j'utilise un peu au quotidien. J'essaye de voir s'il y en a d'autres. Après, j'ai énormément d'apps parce que j'organise tout sur toutes mes finances, par exemple, toute ma compta, je la fais sur l'iPad. Par exemple, ma facturation, c'est avec un logiciel qui s'appelle Buildu. J'organise toute ma facturation. Avec mon expert comptable, on a des tableaux sur Google Sheet partagés. Je scanne tout, je mets tout en Dropbox pour partager avec mon expert comptable. Donc, je suis arrivé à un système et les banques maintenant ont enfin rattrapé. Et puis surtout, j'ai une néobanque aussi pour qui a une bonne application. Et je m'organise bien mieux. Ça, c'est le truc qu'il faut bien dire sur l'iPad. C'est que pour les gens qui ont un esprit un petit peu bordélique ou créatif, pour être positif comme le mien, l'iPad, ça peut paraître bizarre, mais le fait qu'on puisse pas ouvrir plus de 3 fenêtres en même temps, enfin 3 tâches en même temps, aide énormément au focus. On peut se concentrer sur ce qu'on fait. Alors que sur ordinateur, quand je fais ma compta, je peux te dire que la fenêtre de compta, elle disparaît vite sous un flux Twitter. Et puis, ah tiens, ce truc sur YouTube, j'avais pas vu. Et sur mes 25 fenêtres ouvertes, j'arrive vraiment à me concentrer avec un iPad, beaucoup plus que sur un ordinateur. Ok. Qu'est-ce qui te manque sur l'iPad et qui t'empêche de ne partir avec que cet outil-là, un déplacement professionnel ? Qu'est-ce qui te fait encore prendre ton PC portable et pas uniquement ton iPad ? Je ne prends maintenant mon PC portable que si j'ai du montage vidéo à faire. D'accord, sinon tout le reste... Tout le reste, c'est sur l'iPad. Après, il y a des choses qui font que j'emmène encore parfois du papier et un crayon. Et dont j'aimerais bien me passer parce que j'aimerais vraiment ne plus avoir de papier et de crayon, c'est, comment dire, j'aimerais que l'iPad me permette d'écrire partout, n'importe où, surligner tout, que dans mon MindNote, je puisse prendre des notes manuelles. C'est une espèce de surcouche d'écriture manuelle sur l'ensemble de l'iPad qui me manque. Ok, mais tu n'utilises pas des applications comme Notability ou GoodNotes ? Si, mais elles vont être dédiées à l'écriture manuelle. Moi, ce que je veux... C'est un peu ce que Microsoft a essayé de faire avec ses surfaces, mais ça marche pas très bien. C'est où que je sois, même si je suis sur Netflix, si je veux écrire quelque chose dans Netflix à la main ou surligner quelque chose, je devrais pouvoir le faire. Tu vois, une espèce ça serait dans l'OS et ça me permettrait de faire de l'écriture manuelle, quoi que je fasse. Ou du surlignage. Mais je pense que si tu fais une capture d'écran dans Netflix... Non, mais là tu veux que ça continue, c'est trop compliqué. Tu veux que ça continue à lire, par exemple Netflix, tu veux continuer la lecture et prendre des notes pendant ? Oui, ou écrire un truc sur le bord d'une série en disant tiens, pensez... Tu vois, vraiment retrouver ce côté cahier où tu peux écrire des choses n'importe où. Et surtout surligner, ça paraît bête, mais parce que beaucoup de gens me disent mais t'as qu'à faire une capture d'écran de la page web que t'es en train de lire. Non, parce que parfois je lis des articles qui font 10 pages web. Je veux que mon surlignage je puisse le retrouver après. Enfin voilà, il manque un espèce de grand système manuscrit en fait sur l'iPad. Ok.
Alors, quand tu me parles de notes, est-ce que tu es un utilisateur d'iPad avec le stylet ou sans stylet? Beaucoup de stylets. Ouais. Pas autant que je le voudrais, justement, c'est ce que j'étais en train de dire. J'aimerais pouvoir utiliser le stylet partout, dans Ok. tous mes logiciels, pour pouvoir écrire des choses, tracer des flèches. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de schémas. D'accord. Quand je prépare une vidéo, j'ai besoin de pouvoir faire des schémas rapidement. Je suis quelqu'un d'assez visuel, hein, c'était mon ancien métier. Et donc le stylet, je l'utilise au maximum. J'avais avant une application que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Note Plus. Mais en fait, elle n'est pas assez mise à jour à mon goût. Et le nouveau système de notes qui a été mis à jour, l'icône n'a pas changé, mais en fait, Note, qui est livré avec les iPads, Oui. est devenu, à mon sens, excellent. Et je l'utilise de plus en plus. Et c'est pareil, avant, j'avais des logiciels pour me rappeler des tâches. Et ben, j'utilise de plus en plus Rappel, le truc qui est intégré à iOS, parce qu'il est devenu de plus en plus puissant, en fait. Ok. Et alors, tu me disais juste avant ce podcast que tu es un utilisateur de clavier, mais déporté. Tu n'utilises pas le clavier Apple qui est proposé Je avec. déteste d'abord ce clavier Apple. Ok. J'avais même fait une vidéo où je dis à quel point je détestais ce clavier, Ouais. qui pour moi a que des inconvénients, qui se plie. Il faut être un ingénieur pour savoir comment le plier. Non, mais Je te montre en direct. oui, oui. Non, mais c'était pas ces trucs. Oui, mais après, quand tu veux inverser, le mettre en couverture, il faut trouver. Ouais. Non, je trouve laborieux. Et surtout, en fait, le clavier m'encombre vachement. Moi, j'utilise beaucoup mon iPad en le tenant d'une main et avec l'autre main libre pour naviguer. Ouais. D'avoir un clavier sous mes doigts côté couverture, ça me gêne énormément. D'accord. J'ai l'impression d'être un joueur d'accordéon. Et je trouve ça anti-ergonomique. Et tant qu'à faire, si je veux un clavier qui est solidaire de mon écran, bah, c'est le moment pour moi de passer à mon MacBook Pro, tu vois. Ok. En fait, ce que j'aime beaucoup avec un clavier détaché, c'est que si je suis dans le train ou une toute petite tablette d'avion et tout ça, je peux très bien mettre par exemple, il m'est arrivé d'écrire des trucs avec mon iPad sur les genoux et le clavier sur la table, tu vois, comme ça. Ouais. Parce que j'avais pas assez de place pour même l'écran ouvert et le clavier ouvert. D'accord. Donc je trouve ça Mais plus souple. l'avantage du clavier Apple, je trouve, c'est que tu n'as pas besoin de l'appairer. En fait, vu qu'il y a les petits connecteurs à l'arrière de l'iPad qui sont collés à la protection qui sert aussi de clavier, t'as pas tout ce qui est. Enfin, t'as pas besoin d'aller dans les réglages Bluetooth, de l'activer. En fait, j'utilise pas tant que ça le clavier. D'accord. Parce que par exemple, quand je fais du MindNode, Ouais. le principe c'est de pas trop écrire non plus. Je mets un peu des bullet points, comme on dit, vraiment ça doit être assez synthétique. Ok. Et là, je dirais que le clavier intégré à l'écran parfois me suffit pour écrire. J'ai pas besoin d'un clavier dédié. Il y a vraiment que le moment où je fais des mails avec mon iPad que je sors le D'accord. clavier en fait. Ok. Et alors, ton clavier de choix, de préférence, c'est lequel? Alors, j'aime. Attends, comment il s'appelle? C'est le. Oh, j'ai fait une vidéo dessus. Il coûte 20 €. C'est un Logitech Go quelque chose en caoutchouc. D'accord. Très, très léger, très plat. Ça se glisse. En fait, il est toujours dans mon sac, je l'oublie jamais, du coup. D'accord. Et sinon, en fait, quand je suis au bureau, il m'arrive de prendre le Craft, le Logitech. grand clavier Craft Ouais. de Logitech que j'adore. Mhm. Et de l'appairer à mon iPad, puisqu'il permet un appairage sur 3 Oui, objets tout à différents, fait. le Craft. J'ai un bouton pour mon iPad, et quand je veux faire, par exemple, mes mails sur l'iPad, je vais prendre un clavier comme ça, ou même un Bluetooth qui traîne, Ok. hop, je l'appaire, et puis Après, c'est bon. le risque, c'est toujours de se retrouver avec un clavier qui n'a plus de batterie parce que depuis longtemps, il est dans le sac et qu'on ne l'a pas rechargé, par exemple. Et au dernier moment, de se retrouver avec un clavier, on va dire, Oui, inutile. alors je me balade aussi le jamais sans un chargeur, et je peux te dire Ok. que le clavier dont je parle, Logitech, tu le branches Il 10 tient minutes, longtemps, ouais. t'as de quoi de... Ok. Tu le branches sur ta batterie externe 10 minutes, et c'est bon, t'as ton clavier. Il Ok. marche même en étant connecté à une batterie externe. D'accord. Donc ça m'est arrivé effectivement qu'ils soient en panne, enfin qu'il n'ait plus de batterie. Bon, j'ai une toute petite batterie plate dans mon sac, je branche le clavier dessus, puis c'est bon. En perso, tu t'en sers aussi de cet iPad? Tu Énormément. utilises des applications où tu regardes du contenu vidéo sur En sur fait, ton iPad? j'ai plus souvent mon iPad en main que mon iPhone. Ça, il faut comprendre. Je D'accord. ne me chez moi, je ne me balade pas d'une pièce à l'autre sans mon iPad.
Il est constamment dans ma main. C'est presque une maladie. Marion se fout bien de ma gueule. Mais je suis constamment... Je vais au lit avec mon iPad, je me réveille, je vais aux toilettes avec mon iPad, je vais partout avec mon iPad. Je mange avec mon iPad si je mange seul. D'accord. Et je suis toujours en train de faire quelque chose sur l'iPad. C'est vraiment beaucoup plus, c'est bizarre, mais beaucoup plus que sur mon iPhone. L'iPhone, c'est vraiment le truc où je fais des choses quand je suis dans la rue, quand je suis en ce que j'appelle l'ultra-mobilité. Mais quand je suis au bureau et chez moi, je suis juste en mobilité. Je suis souvent debout, je bouge tout le temps en fait, et c'est mon iPad là qui me permet de faire tout un tas de choses. Donc je regarde beaucoup de séries, comme tout le monde. Je fais des jeux aussi, il y a des jeux qui sont plus agréables sur un iPad que sur un PC, notamment tout ce qui est jeux de stratégie tour par tour que j'adore. C'est bien plus agréable sur un iPad que sur un PC. Je jouerai pas un FPS sur un iPad, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je fais beaucoup de chez moi ? Je regarde pas mal de photos sur 500px aussi. Ok. Je prends des inspirations. Je fais tout mon shopping de plus en plus. Je déteste aller en boutique, donc voilà. C'est que tu es trop connu, ça. Hein ? T'es dérangé, tu es trop connu. Non, c'est juste que je déteste essayer des fringues. Voilà. Donc maintenant, je sais mes tailles et je commande tout, et puis si ça va pas, je renvoie. J'avoue que je fais beaucoup de shopping avec mon iPad. Il m'arrive même quand les semaines sont un peu dures de faire mon petit Amazon Prime et de me faire livrer au lieu que d'aller au supermarché. Et c'est vrai que consommer sur un iPad, enfin acheter des trucs, c'est tellement plus agréable que sur un ordinateur. C'est d'ailleurs un peu le problème, c'est que... Ouais. T'as tendance à acheter beaucoup plus du coup. Ouais, parce que tu cliques, c'est simple, tu reposes ton iPad, c'est bon, c'est oublié. Ok. On a vu que tu utilises vraiment ton iPad pour tout, sauf le montage vidéo. Ouais, et encore, c'est juste parce que ça gère pas des disques durs externes physiques. Mais sinon, tu es à deux doigts de quitter tout ce qui est ordinateur portable en mobilité. C'est vraiment quelque chose qui peut prendre le pas très rapidement. Ouais, et je pense, ça va peut-être en faire sursauter certains, mais que l'avenir... Par exemple, l'avenir des smartphones, c'est la tablette. Et le Fold de Samsung nous le montre un peu, même si on va dire la première version a des petits problèmes de pli. Mais je pense que la tablette, on sera comme dans Star Trek, où on posera une tablette négligemment, ça vaudra... peut-être une 50aine d'euros, une tablette, ça sera aussi peu cher même que des cahiers. Et on en aura même plusieurs dédiés à plusieurs tâches. Et oui, je pense que la tablette a un grand avenir et que c'est l'objet informatique parfait pour les gens qui n'ont plus besoin d'un ordinateur. Un truc qui peut paraître bizarre, c'est que pour l'instant, quand on parle de tablette, on parle beaucoup d'iPad uniquement. Oui. Les autres tablettes des autres constructeurs, on n'en parle jamais. Pourquoi ? Parce que Android, pour l'instant, c'est pas au point sur les tablettes. Ils ne sont pas arrivés. Apple a vraiment... Aujourd'hui, un iPad, pour ceux qui n'ont pas testé depuis l'iPad 1, on est très très loin d'un grand iPhone. Ce qui pouvait être le reproche qu'on faisait aux premiers iPads. Apple a vraiment réfléchi à comment on fait bien les choses en touch sur un iPad. Et c'est un objet hyper agréable. Et tous les jours, j'ai des gens qui étaient sceptiques, qui prennent un iPad, l'iPad 2018, qui est vraiment pas cher, et ils le prennent et ils me disent « Mais comment j'ai pu passer à côté de ça ? C'est génial !» Okay. Ça convient pas à tous les métiers au niveau pro. Si vous êtes développeur, vous avez des métiers, vous avez besoin d'une informatique lourde, vous êtes un power user informatique, vous aurez toujours un ordinateur. Mais ceux qui ont de la bureautique, qui ont beaucoup de réunions, ça va être mieux qu'un ordinateur parce que c'est un ordinateur qui va vous accompagner beaucoup plus et qui va vous permettre de faire beaucoup plus de choses qu'un ordinateur. Et encore, est-ce que si en prenant un abonnement Shadow et en ayant un iPad, ça peut pas faire la différence ? Oui. On va y arriver, de toute façon, on va y arriver. Je pense, effectivement, là, tu devances un peu les choses, mais pour moi, l'avenir de l'informatique, c'est la puissance déportée. Quand les réseaux seront bien pour tout le monde, etc. Et la tablette c'est le client parfait des serveurs de puissance déportée, en fait. Merci beaucoup, Jérôme, pour toutes ces infos, ton expérience là-dessus. On te retrouve donc sur YouTube principalement, sur les réseaux sociaux, tu veux mentionner sur Instagram, les réseaux sociaux, Instagram c'est Jérôme_Nowtech, sur Twitter c'est toujours Jérôme Kenborg, il faudrait peut-être que je le change un de ces jours. Et sinon oui, sur YouTube c'est Nowtech et Nowtech Live.
pour le matin. Oui, tu as 2 chaînes. Ouais. Une dédiée au live du matin. Ouais. Voilà, ok. Merci beaucoup. J'espère que ce podcast vous a plu. Vous pouvez me donner votre avis ou donner une note sur les différentes plateformes de podcast. En attendant, pour être au courant de tous les prochains épisodes, je vous propose de vous abonner et de mettre un pouce bleu, comme on dit, un pouce en l'air. Un pouce en l'air. Sur YouTube. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et à très vite.